évoqué là. Comment les modèles d'éducation familiale et des valeurs sociales dominantes influencent-elles la formation, les attitudes des individus envers des concepts tels que la démocratie, le pluralisme, donc l'altérité et le dialogue? Anouar Maurice. Oui, euh, l'héritage culturel, il joue un rôle tout à fait négatif, mais il n'est pas très influent. Il n'a pas beaucoup de bois. Pourtant, vraiment, c'est toujours tout freinage de n'importe quelle mesure progressiste. Ça, toujours, on trouve dans la tradition des choses qui l'empêchent et le contredisent. Et pourtant, je dis quand même, c'est pas toujours efficace. Par exemple, si on pose la question à un ouvrier qui va faire ses prières ou un paysan sur l'éducation des filles, il va toujours dire c'est haram, c'est interdit, les filles ne doivent pas sortir. Mais le jour où quand sa propre fille arrive à 5 ans et demi, il court pour chercher des pistons pour qu'elle puisse entrer à l'école avant 6 ans. Et quand elle aura des notes 9 sur 10, il commence à lui dire tu seras docteur, tu seras ingénieur. Alors, donc, les opinions des gens ne sont pas le reflet de la réalité. Les opinions sont en retard de ce qu'ils font dans la réalité. Et pourtant, c'est lui-là qui court pour inscrire sa fille à l'école. Elle maintient toujours l'opinion que la femme ne doit pas travailler, ne doit pas se mélanger avec les hommes. C'est ça un peu un exemple pour montrer où se trouve la tradition culturelle, où se trouve la réalité des gens. Et ça crée une certaine forme d'aliénation, parce que les gens se trouvent en train de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et pourtant, ils ne peuvent pas ne pas les faire. Et c'est ça le problème de notre État ou notre nation dans la situation actuelle. On a une certaine situation de conscience malheureuse, en quelque sorte. Et le problème aussi, c'est que je vois quand même que on espère beaucoup des changements qui ont l'air assez spectaculaires et pourtant ils n'ont pas beaucoup d'effet dans la vie des gens. Par exemple, ce soir, on célèbre avec plaisir, bien sûr, l'ouverture de grand musée de Caire. Bien sûr, c'est un grand événement culturel. Mais quand on voit les petites rues, les quartiers informels, les petits villages éloignés, où ils sont de la culture, est-ce qu'on dépense en petites sommes? Et pour leur culture, on trouve que pas, il n'y en a pas. Et c'est ça aussi un problème qu'on aime toujours les grandes choses, alors que ce qui fait l'histoire, c'est les petites choses. Là, je reprends un peu une distinction qu'il a fait Gilles Deleuze quand il a distingué entre la physique molaire et la physique moléculaire. La physique molaire, c'est le travail sur la masse, la grande masse. Et si devant moi une pierre, je le casse, ça reste une pierre cassée. Mais si j'entre dans les cellules pour ajouter un élément dans la nanotechnologie, et la nature de la pierre a changé. Donc c'est comme ça dans la société. Si un jour je dis, ça y est, notre pays n'est pas un royaume, il est devenu une république. Et si on regarde la vie des paysans et des ouvriers, c'est toujours pareil. Ils font la même chose, ils disent la même chose, rien n'a changé. Mais si jamais j'ai fait un gare de train dans un village ou bien ouvrir une école de jeunes filles, là, on va trouver que la vie structurellement change. Et l'histoire progresse par ces petites avancées qui ont besoin de temps, mais qui a besoin aussi d'assiduité. Et là, je peux vous donner deux exemples qui viennent aussi du domaine de l'enseignement. Quand Kassim Amin commençait à parler que la femme doit
aller à l'école, il doit être présent dans l'espace public, dans les moyens de transport, dans les marchés. Il doit aussi travailler. Et ça a été affronté par une vague d'indignation. À peu près plus de 200 livres sont sortis pour répondre contre lui. Et aucun livre était avec lui. Ça, c'était en 1899, à l'entrée du XXe siècle. Mais quand Saad Zerloul est devenu ministre de l'Éducation en 1906, il a voulu quand même, pour encourager l'enseignement, donner une subvention pour chaque chef d'école coranique de Koutab, 50 piastres par an pour un garçon, mais un livre pour une fille. Donc, le contraire de l'héritage, le chef de Koutab prend le double pour la fille. Du coup, les chefs de Koutab qui étaient réactionnaires, ils ont allé frapper à la porte des familles pour dire « Envoyez-moi vos filles pour les enseigner ». Et là, si on remarque le livre national des statistiques, on va trouver de 1906 à 2010, l'éducation des filles a fait vraiment des pas très avancés. Et je regardais mon village qui était maintenant une grande ville. Et à l'époque, en 1906, il y avait 50 garçons et 12 filles. Et après, c'est devenu 60 garçons et 40 filles. Et après, c'est devenu 120 garçons et 100 filles. En 3 ans, vraiment de manière très spectaculaire. Voilà, c'est des choses qui avancent, mais qu'on ne remarque pas beaucoup. Juste quand j'étais aussi enfant dans ma ville, à Minofia, on avait une école secondaire pour les garçons. Mais ma soeur, elle allait prendre le train pour aller à une école de filles dans une autre ville. Et là, ça prend beaucoup de temps, mais il doit prendre le train pour aller à notre ville. Et à ce moment, il y avait quelqu'un qui a proposé pourquoi on ne fait pas une école mixte pour les étudiants à l'école secondaire, et au lieu que les filles fassent ce voyage tous les jours dans une autre ville où on ne connaît personne. Et c'est là les paysans ont senti que vraiment, oui, pourquoi pas. Et même les élèves de secondaire qui ont pensé école mixte avec beaucoup de fantasmes érotiques, ils se sentaient très responsables parce qu'ils se trouvent dans la même classe avec sa voisine, avec sa cousine, avec la sœur de son ami. Donc vraiment, ça a changé toute la modalité de communication entre les élèves, entre les familles. Donc, avec des petites choses comme ça, sur vraiment au niveau molaire, des petites choses qui, avec l'accumulation, l'histoire peut avancer. Alors, on revient, Walid Racheb, sur le point relatif à l'éducation